Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de QCM où on va réviser la réflexion d'une onde électromagnétique sur un métal parfait. Ça va nous permettre de revoir les notions de polarisation d'une onde, de calcul du champ électrique résultant, du champ magnétique résultant, du vecteur de Poynting et la densité volumique d'énergie magnétique dans cette situation. C'est un cas un petit peu plus difficile que celui du cours, puisque on s'aperçoit, là le contexte de l'exercice vous est donné, que le champ électrique incident qui arrive donc à l'interface vide-conducteur et possède une polarisation suivant deux axes, EX et EY, et donc c'est un petit peu la spécificité de cet exercice. Donc je vous rappelle, il y a un enchaînement de questions qui va avoir lieu, vous prenez une feuille et un crayon, vous mettez sur pause la vidéo au moment de la question, et puis ensuite on réactive la vidéo et on corrige ensemble. Euh, on est parti, donc on va commencer par s'intéresser à la polarisation de l'onde incidente. Donc dans cette première question, on nous demande de décrire la polarisation de l'onde électromagnétique incidente, rectiligne, circulaire, elliptique, ou on ne peut pas conclure. Alors je vous rappelle que dans un QCM de type ICNA, si aucune des réponses proposées n'est bonne, et bien alors à ce moment-là, il faut choisir la réponse E. Donc on va mettre la vidéo en pause pour que vous ayez le temps de chercher. Alors tout d'abord, faisons quelques rappels sur la polarisation d'une OPPH. Alors une OPPH, c'est une onde plane progressive harmonique, donc ici en cosinus oméga t moins ksz qui se propage dans le sens des z croissants. On reconnaît les polarisations rectilignes quand le champ électrique est collinaire à un vecteur U, et U étant un vecteur unitaire constant au cours du temps, et normal à la direction de propagation, c'est-à-dire perpendiculaire ici à UZ. Si E peut s'écrire euh, comme étant porté par un vecteur unitaire constant au cours du temps, alors c'est une polarisation rectiligne. Au contraire, si on a une polarisation elliptique, dans ce cas-là, E peut être vu comme la somme d'une OPPH en polarisation rectiligne suivant UX et d'une autre OPPH en polarisation rectiligne suivant UY, donc UX et UY étant les deux vecteurs unitaires perpendiculaires à la direction de polarisation, sachant que chacune des composantes ici aura une amplitude E0x et E0y qui sont différentes, ainsi qu'un déphasage. Donc la polarisation rectiligne la polarisation elliptique peut être vue comme la somme d'une polarisation rectiligne suivant UX et d'une polarisation rectiligne suivant UY, mais on ne pourra jamais écrire dans ce cas-là que E est égal à quelque chose fois un vecteur unitaire constant. Ce ne sera jamais possible de simplifier cette expression de cette manière. On n'y arrivera jamais, donc on n'a pas une polarisation rectiligne. Juste un cas particulier de polarisation elliptique, c'est quand les deux amplitudes ici sont égales et que le déphasage vaut plus ou moins pi sur 2, et bien dans ce cas-là, on a une polarisation circulaire. La difficulté ici, c'est que le champ électrique nous est donné ici en notation complexe. Et donc ce n'est pas évident de conclure avec cette notation, donc on va revenir en notation réelle. Donc pour ça, je réécris ici le champ projeté sur UX et UY, et pour repasser en réel, je transforme le petit i qui est ici, en sachant que petit i c'est égal à EI pi sur 2, donc ça revient à rajouter une phase de pi sur 2 dans l'exponentielle moins i oméga t moins kz, enfin en l'occurrence, voilà, c'est ça, et donc quand je repasse en réel, en prenant la partie réelle de cette expression-là, j'ai alpha E0 cos oméga t moins kz, et en prenant la partie réelle de cette expression-là, on a E0 cos oméga t moins kz moins pi sur 2. Et on s'aperçoit que si on le met sous forme colonne, ça s'écrit de cette forme-là, et qu'on n'arrive pas à l'écrire sous la forme d'un E0, je sais pas, un E0' cosinus oméga t moins kz porté par un vecteur unitaire constant, ça ne marche pas, il n'y a pas de simplification possible, donc ce n'est pas une polarisation rectiligne. En revanche, ça ressemble fortement à une polarisation elliptique. Toutefois, les amplitudes devant le cosinus et le sinus ici sont différentes, donc ce n'est pas une polarisation circulaire. On a donc la conclusion de cette question et que nous avons affaire à une polarisation elliptique. Dans la question suivante, on s'intéresse à déterminer l'expression du champ électrique total E dans la région où Z est inférieur à 0. On vous propose 4 expressions. On va mettre la vidéo en pause pour que vous ayez le temps de chercher. Alors ici on a une question un petit peu technique avec des calculs, et donc il faut bien analyser la question. Donc on a l'onde incidente ici EI qui arrive sur l'interface.
cette onde va donner naissance à une onde réfléchie avec un vecteur KR qui va être suivant moins UZ, et ER qui va être perpendiculaire. Et donc on va avoir de ce côté-ci, en Z inférieur à 0, la somme d'une onde incidente et d'une onde réfléchie, qui va donner un champ électrique total qui va être EI plus ER. Et c'est donc ce champ électrique total qu'on nous demande de déterminer. EI est connu et donné par l'énoncé, en revanche ER est inconnu. Donc la première étape, ça va être de trouver le champ électrique réfléchi ER, et la deuxième étape, ça va être de sommer les deux pour trouver le champ électrique total E. Alors, on analyse la forme du champ électrique incident, on va chercher la forme du champ électrique réfléchi, donc on est en complexe ici. Donc, quand on a un champ incident de la forme en oméga t moins kz porté par Ex, eh bien, le champ réfléchi associé va se propager dans le sens des z décroissants, donc cette fois-ci on va avoir un oméga t plus kz ux, donc ça c'est pour la polarisation suivant UX. Pour la polarisation suivant UY, on va avoir la même chose, on va chercher une onde en oméga t plus kz suivant UY. En revanche, ce qu'on ne connaît pas du tout, c'est l'amplitude et la phase à l'origine des ondes réfléchies. Donc comme on est en complexe, l'amplitude et la phase à l'origine peuvent se résumer en fait sous la forme d'une amplitude complexe, et la phase à l'origine en fait apparaît dans la barre ici qu'on met en dessous de la phase complexe. Donc j'appelle E0Rx l'amplitude complexe de l'onde réfléchie polarisée suivant X, et E0Ry l'amplitude complexe de l'onde réfléchie polarisée suivant Y. Ce sont les deux inconnus. Comment déterminer E0X et E0Y? Eh bien, on va utiliser les propriétés de continuité du champ électrique au niveau de l'interface. Ici, on a un métal parfait. Ça veut dire que pour tout Z supérieur à 0, et notamment en 0+, ici, E égale 0. De plus, le champ électrique incident, qui est ici, est porté par UX et Y, comme le champ réfléchi, ce qui fait qu'on a un champ électrique qui est tangent à l'interface. Vous voyez, il est parallèle à cette interface, et on sait que le champ électrique est une fonction continue lorsqu'on passe d'un milieu à l'autre, quand le champ électrique est tangent à l'interface. Donc, le champ électrique étant continu, on peut dire que le champ électrique en 0-, c'est-à-dire ici, est égal au champ électrique en 0+, mais en 0+, nous l'avons dit, nous sommes dans un métal parfait, donc on peut dire que le champ électrique est égal à 0. En 0-, le champ électrique, c'est la somme du champ électrique incident et du champ électrique réfléchi. Eh bien, on a l'expression du champ incident, on a l'expression du champ réfléchi, on va les évaluer en z égale 0, et on va dire que la somme des deux doit être nulle, c'est ce qu'on fait ici. Donc on a 4 termes qui apparaissent, puisqu'il y a le terme dans le champ électrique incident suivant UX, le terme dans le champ électrique réfléchi suivant UX, et la même chose suivant Y, et la somme de tout ça doit faire le vecteur nul. Donc on va simplifier par E de moins I oméga t, qui disparaît partout, et on va projeter suivant UX et UY, et ça va nous permettre d'obtenir ces deux équations-là, et dont les solutions sont l'amplitude complexe E0Rx et l'amplitude complexe E0Ry. Donc je connais désormais les deux inconnus qui apparaissaient dans le champ réfléchi, les amplitudes complexes, et donc, en les remplaçant par moins alpha E0 et par moins IE0, on trouve l'expression du champ réfléchi qui est valable pour tout Z. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le champ réfléchi dans la question, c'est le champ électrique total. Eh bien, on va sommer donc le champ incident qui était donné dans l'énoncé et le champ réfléchi qui est ici et qu'on vient de déterminer. Alors en le faisant, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des... On va projeter suivant UX et suivant Y, donc là il faut le faire calmement, et on s'aperçoit qu'on fait apparaître un EIKZ moins E moins IKZ suivant UX et suivant EY. Ça, on reconnaît la formule du sinus X qui est égal à E de IX moins E de moins IX sur 2i, ce qui va nous permettre de simplifier ça en disant que c'est égal à 2i sinus kz, et en factorisant, on obtient donc cette expression-là pour le champ électrique. Alors comme ici j'ai un i qui est résiduel, et que à la fin je vais quand même vouloir revenir en réel, eh bien il est toujours intéressant de transformer les i en exponentielle de i pi sur 2. C'est pourquoi je l'ai fait passer dans les deux exponentielles complexes, pour arriver à cette expression-là, et cette expression-là permet de revenir à l'écriture réelle. Ici, la partie réelle de ce terme va donner cosinus de oméga t moins pi sur 2, autrement dit sinus oméga t, et la partie réelle de ce terme va donner cosinus oméga t moins pi, autrement dit moins cosinus oméga t. On a donc l'expression du champ résultant E de cette forme-là, et on trouve donc une des 4 propositions de l'énoncé, à savoir 2e sinus
2E0 sinus kz avec alpha sinus oméga t suivant EX et moins cos oméga t suivant EY. Donc c'est une question vraiment technique, je vous encourage à la reprendre si vous vous êtes trompé, parce qu'elle est vraiment importante et elle fait revoir plein de points essentiels et c'est quasiment du cours, donc vraiment prenez le temps de bien la refaire si elle a posé souci. Désormais, on vous demande de trouver le champ magnétique B total dans la région Z inférieure à 0. De même, on met la vidéo en pause pour vous laisser chercher. Pour cette question, une fois qu'on a trouvé le champ électrique, on nous demande de trouver le champ magnétique. Alors on pourrait, c'est vrai qu'on fait souvent ça, utiliser la relation de structure B égale K vectoriel E sur oméga. Et en fait, ici, il ne faut surtout pas utiliser cette formule, puisque B égale K vectoriel E sur oméga, c'est la relation de structure qui est vraie quand on travaille avec une OPPH, une onde plane progressive harmonique. Éventuellement, on peut l'écrire en complexe quand on travaille avec une pseudo-OPPH, donc c'est quand le vecteur d'onde K est complexe, éventuellement, mais surtout pas ici, puisqu'ici, si on analyse la forme du champ électrique, on voit que c'est une fonction qui est une fonction de l'espace fois une fonction du temps, à chaque fois sur la coordonnée x et la coordonnée y, et ça, c'est caractéristique d'une onde stationnaire, puisque c'est cohérent, vu que c'est la somme d'une onde progressive dans le sens des z croissants et d'une onde progressive dans le sens des z décroissants. On a ici pour eux une onde stationnaire, et quand on a une onde stationnaire, il est interdit d'utiliser B égale K vectoriel E sur oméga, puisque ça, ce n'est vrai que pour une onde progressive. Donc on est obligé de revenir à ce qui est toujours vrai, c'est l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins d rond B sur d rond T, et rotationnelle de E, lorsqu'on se situe en coordonnées cartésiennes, c'est aussi nabla vectoriel E. Ici, on est donc en coordonnées cartésiennes, on va exprimer nabla, d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, d rond sur d rond z. E, on le remplace. Comme on va calculer un produit vectoriel, c'est toujours intéressant de remettre la première ligne en quatrième. Et on va faire des règles, des gammas successives. Donc d'abord, on fait ce gamma-ci. On a cette première ligne, avec moins d rond b sur d rond t sur la première ligne, qui va valoir 2ke0 cos kz cos oméga t. Ensuite, on fait ce gamma-là, on a la deuxième ligne, qui va donner 2 alpha k E0 cos kz sin oméga t, donc on est vigilant aux signes dans les dérivés par rapport à z. Et suivant, on fait ensuite ce troisième gamma-là, qui va donner 0, puisqu'on dérive par rapport à x et y des expressions qui ne dépendent pas de x et de y. Donc voici l'expression de moins d rond b sur d rond t, qui dépend du temps, ici à travers le cosinus oméga t et le sinus oméga t, donc on va intégrer par rapport au temps, et multiplier par moins 1 pour trouver B. Alors il devrait y avoir des constantes d'intégration normalement, mais ici comme on cherche B sous la forme d'une onde stationnaire, de valeur moyenne nulle, et bien ces constantes sont nulles. Et quand on intègre par rapport au temps en prenant en compte le moins et donc en multipliant par moins 1, on trouve l'expression du champ magnétique ici, qu'on peut écrire sous forme factorisée avec 2 euros. Alors on utilise le fait que la relation de dispersion nous donne que C égale oméga sur K à partir de l'équation d'Alembert unidimensionnelle. Et on trouve B égale 2E0 sur C cos kz, facteur de moins sin oméga t, alpha cos oméga t, c'est la réponse attendue à cette question. Question suivante, on nous demande de déterminer l'expression du vecteur de Poynting dans la région Z négatif. On met sur pause la vidéo pour que vous fassiez la démonstration. On nous demande ici le vecteur de Poynting, donc on repart de l'expression du cours, du vecteur de Poynting. Par définition, c'est le produit vectoriel de E et B divisé par mu0. On a remis les expressions ici de E et de B, donc on va calculer le produit vectoriel. On voit déjà qu'il va y avoir un sinus kz cos kz qui apparaît, ça c'est égal à sinus 2kz sur 2. Il y a cette formule qui va nous servir souvent dans cette question, c'est 2 sinus kz cos kz. Et donc, en écrivant sous forme de vecteur colonne les composantes de E et B, en réécrivant la dernière ligne et en faisant le produit vectoriel, on trouve cette expression-là pour le vecteur de Poynting. On voit encore apparaître un sinus oméga t cos oméga t qui va être un sinus de 2 oméga t sur 2, ce qui nous permet d'écrire le vecteur de Poynting sous cette forme-là. Il nous reste un 1 sur mu0c qui apparaît devant, mais on sait que par définition, epsilon 0 mu 0 c'est 1 sur c carré, ce qui nous permet d'écrire que mu 0c c'est la même chose que 1 sur epsilon 0c, et donc de remplacer dans l'expression pour trouver le vecteur de Poynting ici donné, et qui était la réponse attendue. On nous demande désormais la valeur moyenne du vecteur de Poynting que nous venons de trouver. On met la vidéo sur pause.
Eh bien, on fait ici une moyenne par rapport au temps et donc en fait, ça va faire apparaître, on peut faire sortir, toutes les constantes et les grandeurs qui dépendent de z, de la valeur moyenne. Il ne restera que la valeur moyenne du sinus 2 oméga t et ça, c'est le vecteur nul. Enfin, c'est 0 et donc la valeur moyenne du vecteur de Poynting, c'est le vecteur nul. C'est cohérent puisqu'on sait qu'une onde stationnaire n'est pas associée à un déplacement d'énergie en moyenne. Et donc, comme le vecteur de Poynting caractérise le déplacement de l'énergie électromagnétique, eh bien c'est cohérent que pour une onde stationnaire, on trouve un vecteur de Poynting de valeur moyenne nulle. Enfin, dernière question, on nous demande la moyenne temporelle de l'énergie électromagnétique volumique. On met la vidéo sur pause. Donc on redonne ici le champ électrique et le champ magnétique qu'on a trouvé, et d'après le cours, la formule permettant de calculer la densité d'énergie électromagnétique, c'est 1 demi de epsilon 0 e carré plus b carré sur 2 mu 0. Donc on va remplacer l'expression de E par celle-ci et l'expression de B par celle-ci, ce qui nous fait apparaître le terme associé au champ électrique et le terme associé au champ magnétique. On remarque tout de suite qu'on a un mu 0 c carré qui apparaît au dénominateur, et mu 0 c carré, c'est la même chose que 1 sur epsilon 0, donc on va pouvoir remplacer. On nous demande la moyenne temporelle de cette expression, et donc bien, la moyenne étant une opération linéaire, on va pouvoir ici l'appliquer et remarquer que la moyenne d'un sinus carré c'est 1/2, de la même manière que la moyenne d'un cos carré, donc oméga t. Ici, ces sinus carré cos kz, pardon, ce sinus carré kz et le cosinus carré kz, eux, ne sont pas moyennés, puisqu'on ne fait pas une moyenne par rapport à la variable d'espace z, mais vraiment une moyenne par rapport au temps. Donc elles sont considérées, c'est sinus carré kz et cos carré kz comme des constantes ici. Donc la moyenne temporelle de la densité volumique d'énergie s'écrit donc epsilon 0 E0 carré sinus carré kz alpha carré plus 1, puisque le 1/2 je l'ai fait passer devant et il se simplifie avec le 2 qui était là initialement. De la même manière, on a la même chose sur ce terme-là, et on voit que je peux factoriser par epsilon 0 E0 carré facteur de 1 plus alpha carré. Il nous reste sinus carré kz plus cos carré kz qui se simplifie. Et donc on trouve un résultat intéressant, c'est qu'au final, la moyenne temporelle de la densité volumique d'énergie électromagnétique ne dépend pas non plus de Z. Donc ça, c'est un résultat classique qu'on a quand on a des ondes électromagnétiques dans des cavités, donc c'est-à-dire avec une onde incidente et une onde réfléchie sur un métal, c'est que souvent la densité volumique d'énergie la moyenne de la densité volumique d'énergie électromagnétique ne dépend pas non plus de la variable spatiale. Il y a cette simplification en sinus carré plus cos carré kz qui égale à 1 et qu'on rencontre assez souvent dans les exercices. Donc voilà pour ce QCM qui faisait le tour un petit peu de la réflexion d'une onde sur un métal, dans un cas compliqué puisque l'onde n'était pas polarisée de manière rectiligne, comme le cas traité dans le cours, et vraiment un exercice intéressant puisqu'il fait appel à un nombre important de formules du cours, dans lesquelles on a besoin d'être assez rigoureux dans les calculs, et donc je vous encourage à le reprendre s'il vous a posé des difficultés.